Alors, merci à Glyphosate, merci à Sandrine d'avoir très malicieusement pensé à moi, parce qu'elle me connaît, elle sait que derrière la question de transition et les femmes, c'est un peu une découverte, mais ça va être, je suis prêt à tout. Moi qui ai, dans mon école d'ingénieur, il y avait simplement une femme et 78 mecs. Alors vous voyez, il y avait encore des progrès à faire. Merci Barbara d'être venue. Qui es-tu, Barbara, d'abord? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Lille est à l'autre bout de la France, mais n'est qu'à 5 heures de TGV, donc la distance est toute relative. Donc moi, je suis directrice de Virage Énergie, qui est une association qui travaille sur la transition énergétique et notamment sur ce à quoi ressemblerait une société de la sobriété. Voilà, nous, on s'intéresse beaucoup à ce sujet de la sobriété, donc à la façon dont la réduction de nos consommations d'énergie et de ressources naturelles d'une manière générale est nécessaire pour répondre à l'urgence climatique et également à l'urgence sociale, et ce que ça voudrait dire en termes de politique publique, en termes de transformation des paysages, de transformation des imaginaires, aussi de transformation des organisations sociales. Moi, je viens plutôt des sciences humaines et sociales. J'ai fait des études de sciences politiques et d'urbanisme. Et je suis arrivée un petit peu par hasard, en fait, sur le sujet de l'énergie, à la faveur d'un travail en collectivité il y a quelques années et d'un remplacement de congé maternité. C'est toujours intéressant, les remplacements de congé maternité, parce que ça permet à des petits jeunes de... trouver des sujets intéressants et puis monter en compétences. Et donc voilà, le sujet de l'énergie, je suis tombée dedans un peu par hasard, quand je me suis rendu compte que finalement, sans énergie, il n'y avait pas de vie sur notre planète, que l'énergie était partout autour de nous. Je vous mets au défi de trouver dans cette salle quelque chose qui n'a pas été fabriqué à partir de pétrole ou qui n'est pas arrivé ici grâce au pétrole. Il n'y a pas grand-chose. Et une fois qu'on réalise ça, on a finalement une lecture du monde, une lecture de l'actualité géopolitique, une lecture aussi sociale qui change beaucoup, puisqu'on se rend compte que l'énergie est un sujet extrêmement politique, extrêmement aussi sociétal, et qu'il mérite peut-être d'être davantage traité comme tel. Donc au-delà de mes fonctions à Virage Énergie, je suis aussi enseignante à mes heures perdues à Sciences Po Lille, sur les politiques environnementales, puisque c'est aussi intéressant pour des étudiants d'avoir l'approche pratico-pratique de terrain de ce que sont les politiques environnementales et pas juste des cours théoriques de droit de l'environnement et sociologie de l'environnement. Alors c'est très intéressant, mais aujourd'hui il se passe beaucoup de choses sur le terrain qui est en décalage par rapport au temps de la recherche. Et puis je suis également administratrice représentante de Virage Énergie au sein d'Enercop Hauts-de-France, où là aussi il y a beaucoup à dire sur les questions de transition énergétique, de place de la sobriété et puis de place des femmes dans le développement des énergies renouvelables. Merci Barbara. On parle évidemment de transition écologique et énergétique. Alors on va mettre l'énergie dans l'écologie dans un premier temps. On ne va pas faire un débat sur transition ou pas transition, rupture, etc. Ce n'est pas l'objet du débat. Mais par contre, si on fait le lien entre transition et écologie, est-ce que l'écologie est finalement sur des valeurs qui sont un peu plus féminines, du care, du soin, de la protection, etc. Ou est-ce que ce que je raconte, c'est de la philosophie de comptoir? Alors, ce que tu racontes, Thierry, c'est une construction sociale. Socialement, donc actuellement, on vit dans une société patriarcale où les hommes ont de fait plus de pouvoir politique, économique que les femmes. Et dans notre imaginaire collectif, qui est aussi un imaginaire patriarcal, on assigne aux femmes des caractéristiques qui seraient celles de la douceur, du soin, du care en fait, d'une tendance naturelle qu'auraient les femmes de manière biologique à être beaucoup plus dans l'écoute et le soin d'autrui. Ça, c'est une construction sociale. Biologiquement, il n'y a rien qui fait que les femmes sont plus comme ça que les hommes. Et cette construction sociale, elle est aussi intégrée par les femmes. C'est pas juste les hommes qui disent que les femmes sont comme ça. C'est aussi intégré dès le plus jeune âge. Ceci étant dit, aujourd'hui, il est clair que quand on parle d'énergie, et notamment d'énergie fossile,
on a des valeurs qui sont associées aux énergies fossiles, qui sont par ailleurs des valeurs aussi stéréotypées qu'on associe à la masculinité. La puissance, la vitesse, le fait d'aller extraire, le côté extrêmement technique aussi, du fait d'aller chercher des ressources dans le sol. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est omniprésent dans nos imaginaires, qui sont des imaginaires très carbonés, très fossiles, au point qu'aujourd'hui, on a des chercheurs, et notamment des chercheuses aux États-Unis, qui parlent de pétromasculinité. Donc notamment une sociologue américaine qui s'appelle Kara Daggett, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui montre notamment dans l'avènement du trumpisme les liens qu'il peut y avoir entre masculinité exacerbée, conflictualité, adhésion aux énergies fossiles, pollution et piétinage du droit des femmes. Là, il y a des corrélations assez fortes aujourd'hui qui apparaissent. Sauf qu'aux États-Unis, Sarah Palin, qui est quand même une femme, et qui a développé la première ce slogan Drill, baby drill, fort, à tout prix, et qui est repris par Trump, c'est quand même une femme. Donc, on n'a donc pas de généralité, bien entendu, par rapport à ça. Je pense qu'il ne faut pas en faire, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis quand même sur la question liée à la production, aussi à l'extractivisme. Pour moi, c'est très lié à la puissance et à la concentration de puissance. On l'a dans le feu, on l'a dans le pétrole, etc. Et cette notion de pétromasculinité, je la trouve assez intéressante, quelque part, si tu peux éventuellement développer un petit peu par rapport à ça. Parce que moi, je voudrais essayer de développer par ailleurs le photon-humanisme par rapport... Alors, la pétromasculinité, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a un livre là-dessus, je crois. Oui, tout à fait. Donc, Kara Daggett a écrit là-dessus il y a déjà quelques années. Ses thèses ont été traduites en français il y a 2 ans. Donc, il y a un petit ouvrage qui est aux éditions Wild Project, justement, qui porte sur la pétromasculinité. Donc, en effet, ce qu'elle montre, c'est que on assiste aujourd'hui à un retour d'une virilité exacerbée. On parle de plus en plus de masculinisme, de la façon aussi dont les stéréotypes de genre sont très présents chez les jeunes. Peut-être même plus présent aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Des liens qui sont faits aussi avec la contestation de la réalité du changement climatique dans un contexte américain, mais qui se révèle aussi de manière très forte en Europe, et de difficulté à accepter que la transition énergétique vers les renouvelables et la sobriété signe la fin de la récréation dans l'exploitation des énergies fossiles. Ça, c'est très visible aux États-Unis. Alors, Kara Daggett, elle prend un exemple dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle les rolling coal. En fait, c'est des hommes qui trafiquent leur pick-up pour en faire des véhicules extrêmement imposants, donc ils mettent des très grosses roues, et puis ils trafiquent aussi le pot d'échappement pour que ça puisse produire des nuages extrêmement noirs toutes les particules fines qui sortent d'un pick-up, et ils s'amusent à rouler sur les routes américaines et à déclencher ce nuage de fumée noire sur les cyclistes. Et ça, si vous tapez sur Internet, il y a plein de vidéos. Donc c'est un mouvement qui est apparu au moment du premier mandat de Trump, qui existe toujours. Et il y a une autre sociologue américaine qui s'appelle Stéphanie Leménager et qui, elle, parle de pétromélancolie, en fait, de la difficulté que peuvent avoir notamment des hommes qui travaillent dans le secteur pétrolier, dans le secteur gazier aux États-Unis, à accepter la réalité du changement climatique et en corollaire la nécessaire transition de ces secteurs industriels qui sont extrêmement polluants et qui sont amenés, si on respecte les accords de Paris, à totalement disparaître. Et au-delà de ça, il y a une corrélation très forte entre le mode de vie américain et l'utilisation des énergies fossiles. Le mode de vie américain, c'est le pavillon en banlieue, la voiture dans laquelle on fait tous ses déplacements, une place très faible laissée aux piétons. C'est aussi la possibilité de dépasser les frontières, de prendre sa voiture et de rouler des centaines et des centaines de kilomètres. Ces imaginaires-là, ils sont aussi transposés en Europe, mais dans une moindre mesure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Kara Daggett, elle travaille à l'université de Berlin. Donc, elle a quitté les États-Unis il y a quelques années, mais avant que Trump arrive. Et elle essaye d'interroger aussi ce que ça voudrait dire la transposition de cette pétromasculinité à la société européenne.
Et on voit bien aujourd'hui avec la montée en puissance de l'extrême droite et des partis nationalistes que cette pétromasculinité, elle trouve aussi une traduction en Europe. Et au-delà de la pétromasculinité, on pourrait parler aussi de la nucléomasculinité, parce que si on pense au nucléaire en France, on retrouve aussi une proximité très forte dans les imaginaires, les récits de l'énergie infinie produite par le nucléaire, des gros réacteurs, de l'uranium, de la puissance, qui sont aussi associés très, très fortement à des récits, des imaginaires et des valeurs qui sont dites masculines. Alors ça, c'est sur la partie de la production. Maintenant, sur l'autre volet, si tu veux, de l'énergie, qui est sur la demande, sur la consommation, est-ce qu'on retrouve aussi comme ça une différenciation genrée assez forte? À première vue, en réfléchissant un petit peu comme ça, puisque tu parlais de voiture, l'achat ou la décision d'achat de la voiture et du type de voiture est effectivement plutôt du côté des hommes, historiquement en tout cas, si tu veux. Est-ce que ça se retrouve ailleurs? Est-ce que dans tes analyses tu as pu, et études, tu as pu remarquer quel était le rôle des femmes dans la partie de la consommation par rapport aux hommes? Oui, alors on aurait peut-être dû commencer par là, mais de dire, donc, ce qui est clair, c'est qu'on vit dans des sociétés inégalitaires, qu'aujourd'hui il y a des inégalités donc, de genre qui sont liées notamment à l'accès à l'emploi. Les femmes sont beaucoup moins à travailler que les hommes. Alors aujourd'hui en France, c'est à peu près 65% des femmes qui travaillent contre 75% des hommes. L'accès aux revenus n'est pas le même. Il y a un différentiel alors à poste équivalent de 5%, mais si on regarde un peu plus finement, par exemple aujourd'hui, les retraitées françaises ont une pension qui est de 27% moins importante que celle des hommes, parce que souvent elles ont moins travaillé, elles ont moins cotisé, parce qu'elles s'arrêtent de travailler pour avoir des enfants et s'occuper des enfants. Donc il y a aujourd'hui en fait des différences économiques très fortes. De rappeler que 60% des personnes en situation de précarité en France sont des femmes, et que du fait d'avoir des revenus moins importants, on va avoir des comportements et des rapports à l'énergie qui vont être différents. Je pense que tout le monde ici dans cette salle sait qu'aujourd'hui les personnes qui émettent le plus de CO2 dans le monde sont les personnes les plus riches. Au sein des ménages, on va trouver la même chose en fait. C'est-à-dire que les personnes qui vont avoir le capital financier, le capital économique, qui sont majoritairement les hommes, vont avoir des comportements énergétiques qui vont être beaucoup plus consommateurs. Et donc aujourd'hui, on a des études, notamment en sociologie de l'énergie, qui montrent des différences de comportement au sein du domicile, mais aussi dans la consommation. Alors tu parlais de la voiture, et en effet, la voiture, notamment dans la publicité, mobilise un certain nombre d'idées reçues, stéréotypées, où monsieur aurait besoin du gros SUV pour vivre des aventures incroyables sur les routes de France et d'Europe, et puis devenir un explorateur urbain quelque part, là où madame a besoin d'une petite voiture compacte pour arriver à se garer, parce que comme elle ne sait pas bien faire ses créneaux, c'est plus facile, quoi. On rappelle quand même qu'aujourd'hui, 75% des personnes qui décèdent dans des accidents de la route sont des hommes. Donc oui, en effet, il y a des différences de comportement et qui aujourd'hui commencent à être de plus en plus identifiées. Par exemple, sur le régime alimentaire, il y a une étude anglaise qui est parue en 2021 qui montrait qu'en moyenne en Europe, le régime alimentaire masculin émettait 41% plus de CO2 que le régime alimentaire féminin, parce que là aussi, le rapport à la protéine animale, à la viande est pas le même, et les femmes sont plus enclines à adopter un régime alimentaire végétarien, vegan. Dans le domicile, ce qu'on voit, c'est que bien que ce soit souvent monsieur qui s'occupe des aspects techniques du type remettre les plombs quand ça saute, et puis s'occuper du tableau de bord électrique, c'est souvent les femmes qui ont la gestion en fait de la ressource énergétique au sein du ménage, puisque c'est souvent elles qui ont la gestion du budget du ménage. Donc elles vont faire beaucoup plus attention à ce que les lumières soient éteintes, à ce que le chauffage ne soit pas trop fort. Dans des situations aussi de monoparentalité, donc quand même 83% des familles monoparentales en France ont à leur tête une femme, elles font souvent beaucoup plus attention à ce que le confort des enfants passe avant le leur. Donc elles vont peut-être chauffer juste la chambre des enfants et pas forcément leur chambre ou les pièces communes, jusqu'à des situations de précarité extrême où malheureusement on a des familles où la maman, les enfants dorment dans le même lit parce qu'on ne peut pas se permettre de chauffer et qu'il faut quand même
qu'on puisse avoir chaud. Donc oui, on voit des différences qui sont extrêmement importantes et qui sont liées de fait à ces différences de revenus qui sont importantes. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on a pas mal de travaux scientifiques qui montrent aussi qu'il y a une charge mentale de la transition écologique qui repose beaucoup chez les femmes, sur les femmes. Dans les ménages, c'est principalement les femmes qui vont faire attention au zéro déchet, qui vont faire attention à où on va s'approvisionner pour l'alimentation, qui vont également faire attention à peut-être faire davantage de produits d'hygiène, produits cosmétiques par soi-même, qui vont avoir une attention aux perturbateurs endocriniens. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui portent beaucoup, en fait, qui sont beaucoup portées par les femmes, parce que je pense qu'on a ces stéréotypes de genre liés au care qui rattachent la question du soin à l'autre, du soin à l'environnement, à la nature, qui serait quelque chose de féminin et qui, quelque part, concernerait moins les hommes. Est-ce qu'on peut dire toujours dans la consommation que les hommes sont plus attirés par ce qui relève de la technique, de la technologie, de l'appareillage, et moins au fonctionnement de l'appareillage ensuite après en termes de consommation, de gestion de la température, ou est-ce que c'est un cliché? Ça, on n'a pas d'études scientifiques qui montrent que biologiquement les hommes seraient plus attirés par la technique que les femmes. C'est encore des constructions sociales où forcément comme aujourd'hui on a des stéréotypes de genre qui font que quand on est une petite fille, se projeter en tant qu'ingénieur, c'est pas évident parce que les sujets techniques sont considérés comme des sujets masculins. Au final, on se retrouve avec des comportements très genrés au sein des ménages. Donc non, il y a rien qui le prouve. Après, aujourd'hui, dans la réalité, le rapport à la technique est considéré, parce que construit socialement, comme étant plus masculin que féminin. Vous savez que j'étais bourré de ces problèmes de construction sociale, quoi. On l'est tous. Voilà, bon. Alors ça va. Il faut que je me déconstruise, c'est terrible. Est-ce que... alors on a vu la production, la consommation, et puis il y a le troisième niveau, situé au niveau de l'énergie, c'est celui de la gouvernance. Et là, c'est pareil, est-ce qu'on a aussi des différenciations genrées qui sont fortes? A priori, oui. Alors aussi, j'ai un autre contre-exemple qui est Anne Lauvergeon, quand même, qui était plutôt nucléo, nucléo-masculine, en quelque sorte. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va retrouver, si tu veux, dans la gouvernance de ce qui relève de la transition, pas uniquement sur la production, là aussi des différenciations qui vont être fortes à un niveau, et pourquoi? Oui, bien sûr. Dans nos sociétés inégalitaires, les femmes ont moins accès aux postes de décision, aux postes de gouvernance, dans tout secteur confondu, et l'énergie n'échappe pas à ça. Tu as cité Anne Lauvergeon. Tu peux citer une deuxième femme alors, actuellement, il y a une présidente chez Engie, mais on les compte sur les doigts d'une main. Il y a une présidente chez Engie. On a eu quand même un grand nombre de ministres qui étaient des femmes au niveau de la transition. Ségolène Royal, Agnès Pannier-Runacher, etc. Donc elles sont quand même tout à fait présentes là-dessus, sans parler de Corinne Lepage, etc. Tu vois. Il y en a quelques-unes, en effet. Il y en a quelques-unes. Mais si on regarde les chiffres, alors je les ai ressortis pour vous. Actuellement, donc, au Parlement, on a 36% de femmes, Parlement français. Au Parlement européen, on a 39% de femmes. Donc de rappeler que aussi bien dans le cadre des dernières législatives en France que des élections européennes, on a eu un recul du nombre de femmes élues. Actuellement, 21% des maires en France sont des femmes. 21% sont des présidentes de conseil départemental, 32% en conseil régional, et on n'a que 12% de femmes présidentes de conseil communautaire. Donc il y a vraiment une sous-représentation des femmes, qui en France sont 51% de la population. Donc on voit que la parité n'y est pas du tout. Et si on regarde dans le secteur de l'énergie, on parlera peut-être après de la question des emplois, mais actuellement c'est 20% de femmes dans le secteur des énergies fossiles, 25% dans le nucléaire et 30% dans les renouvelables. Donc les femmes sont très peu présentes dans ces secteurs-là, et quand on regarde au niveau décisionnel, elles sont
elles sont encore moins nombreuses. Donc ça pose une vraie problématique. Donc déjà dans la gouvernance, mais aussi dans la représentation médiatique. Aujourd'hui, citer des noms de femmes qui incarnent l'écologie, qui sont présentes sur les plateaux télé et qui parlent d'énergie, alors peut-être pas sur le climat, on a plus de femmes, mais sur l'énergie, aujourd'hui, il n'y a personne. Et donc ça interroge et en même temps on sait pourquoi on est dans cette situation-là, c'est qu'on a aussi moins de femmes qui vont suivre des cursus techniques qui sont susceptibles derrière de les amener à rejoindre le secteur de l'énergie. Donc ça c'est déjà une première indication. C'est aussi le fait que ces secteurs-là sont peut-être pas très attractifs pour les femmes, parce que passer sa carrière dans un secteur et dans la construction c'est la même chose, qui ont quand même cette image des secteurs dans lesquels ça va pas être évident d'être une femme et de subir des stéréotypes, voire des violences sexistes au quotidien, ça donne pas forcément envie d'y aller. C'est aussi des secteurs qui font pas forcément un travail pour se rendre attractif auprès des femmes, dans le sens où travailler à mi-temps ou avoir un aménagement de carrière quand on a des enfants, c'est pas possible dans ces secteurs-là. C'est aussi le fait que comme on a cette image de secteurs qui sont considérés comme masculins, ça va nécessiter que les femmes qui y vont adoptent aussi des codes masculins. Tu parlais d'Anne Lauvergeon. On a aussi aujourd'hui un certain nombre de femmes politiques à qui on reproche d'être trop autoritaires, de trop s'imposer. Et c'est sans doute aussi parce que si on veut réussir en politique, il faut adopter les codes de la politique qui aujourd'hui sont des codes masculins. Donc ça interroge aussi sur les pratiques et sur la possibilité de faire autrement. Et c'est ça aussi, moi, qui m'intéresse dans le fait d'interroger la transition énergétique au prisme du genre. L'idée, c'est pas de se dire que finalement on va refaire la même chose avec les renouvelables et la sobriété que ce qu'on fait avec les fossiles. Je vais prendre un exemple peut-être un peu trivial, mais le connard tout seul dans sa voiture, vous le retrouvez aussi tout seul sur son vélo. Et donc il y a vraiment une réflexion à avoir plus globalement sur comment on fait en sorte d'être dans des sociétés plus égalitaires, plus inclusives, et comment on arrive aussi à générer moins d'inégalités, peut-être en changeant la façon dont on gouverne, dont on dirige, et d'être dans des choses soient plus collaboratives et plus horizontales. On va maintenant se centrer un petit peu sur un secteur un peu particulier et important, notamment pour Glyphosate, qui est celui du bâtiment. Voilà. Pour avoir fait un petit peu d'études sur le confort thermique, notamment, il y a des différences de physiologie qui sont absolument indéniables. Voilà. Donc là, l'égalité homme-femme, elle n'existe pas en réalité. Donc il faut tenir compte justement de ces différences. Les femmes étant a priori, mais tu vas me dire si c'est exact ou pas, beaucoup plus sensibles à la fois au problème de froid et au problème de chaud, pour des raisons liées au poids, liées à la vascularité, etc. etc. Et donc, c'est assez intéressant de travailler en termes de confort adaptatif, permettant à ce moment-là de faire en sorte que, disons, les 2 derniers degrés, on arrive à les gérer et non pas que ça soit géré par une technologie. Est-ce que ce que je raconte est exact ou pas et sur la physiologie. Ouais. Voilà. On parlera après d'architecture peut-être. Oui, tout à fait. Il y a énormément en fait de rapports de médecine qui montrent des différences biologiques et physiologiques entre les hommes et les femmes, et notamment dans la thermorégulation du corps. Donc c'est lié au métabolisme, au système endocrinien. Donc la production d'hormones n'est pas la même entre les hommes et les femmes. Et donc il y a en effet un différentiel de 2 degrés dans la perception du confort thermique. Donc quand un 19 degrés va être confortable pour un homme, c'est le 21 degrés qui va être confortable pour une femme. Et ce différentiel de 2 degrés il est extrêmement important, puisque aujourd'hui on a des normes thermiques qui nous imposent une certaine... le 19 degrés pour le chauffage, la mise en place de la climatisation au-dessus de 26 degrés, qui peuvent être totalement inconfortables pour une grande majorité de la population.
De rappeler donc que la différence de perception de la température, elle est liée à la biologie homme-femme, mais elle est aussi liée à l'état de santé, elle est liée à l'âge, et puis elle est liée à l'activité qu'on peut avoir dans un bâtiment. Et même si on revient sur la perception du confort thermique chez les femmes, il y a des variations. C'est-à-dire qu'on voit qu'au moment notamment de l'ovulation, au moment des règles, au moment de la ménopause, la perception en fait de la température ne va pas être du tout la même. Et donc ça varie aussi au cours de la vie. Et ça varie en fonction de la condition physique. Ce que montre la science, c'est que plus on est sportif, plus on est aussi résistant à la perception du froid, qu'on soit un homme ou une femme. Ça nous amène à la question des normes. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui on a des normes qui tiennent compte justement de cette différenciation? Et question subsidiaire, d'où viennent les 19 degrés? Alors non, ces normes, et c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui nos politiques de transition sont totalement aveugles à la question du genre, mais aussi à d'autres discriminations. On pourrait parler des personnes en situation de handicap ou des personnes qui vieillissent. Aujourd'hui, quand on dimensionne un appareil de chauffage ou un appareil de climatisation, on ne se pose pas beaucoup cette question-là. Et on ne se pose pas beaucoup cette question-là parce qu'il y a aussi des biais de genre dans le design. On travaille actuellement à Virage Énergie avec l'ADEME, justement le service bâtiment, sur des enjeux de transition juste dans le bâtiment. Et on est tombé sur des travaux qui montrent qu'actuellement, les appareils de climatisation sont designés pour correspondre au confort thermique d'un homme de 40 ans, 1m80, 75 kg. C'est ça la cible. Levez-vous, voilà, c'est ça. Et donc ça pose de grosses problématiques. Mal blanc en plus. Sans doute, c'est le collègue de l'ingénieur qui fait l'appareil qui doit être le cobaye. Et ça pose de gros problèmes, notamment dans les EHPAD, de personnes âgées qui sont très très embêtées par des courants d'air intempestifs. Et finalement, le confort thermique qu'on attendrait d'une ventilation rencontre pas du tout le public parce que c'est très mal dimensionné. Donc ça pose un vrai sujet. Et aujourd'hui, c'est un angle mort, alors qui commence à l'être de moins en moins, puisque l'ADEME, par exemple, se saisit de ce sujet-là actuellement. Mais ça pose une vraie question, d'autant plus que donc, cette norme du 19 degrés, moi, j'ai pas trouvé de travaux, en fait, qui expliquent pourquoi 19 degrés, comment ça s'est construit. Alors, on sait que cette norme, elle est apparue dans les années 70, au moment des chocs pétroliers, mais on n'a pas le document qui atteste du calcul qui fait qu'on est tombé sur 19 degrés. Et j'avais assisté il y a quelques années à une conférence de Renaud Viguier, donc, qui est historien spécialiste, lui, des températures. C'est assez niche, mais c'est extrêmement intéressant. Et qui disait également que lui n'avait pas trouvé de source historique qui expliquait pourquoi on est arrivé aux 19 degrés. Et l'hypothèse qu'il formulait, mais je la rejoins, c'est très sans doute 4 ou 5 ingénieurs dans une pièce qui se sont dit 19, c'est pas 20. Ça fait un peu moins, c'est comme les prix à 9,99 €, c'est pas 10 €. Et puis il y a peut-être eu un calcul qui a dû être fait, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait en intégrant des différences de perception du confort thermique. Ça, c'est pour la partie chauffage, mais sur la partie climatisation, c'est presque pire, à mon avis, en termes de réaction par rapport à la température. Parce que là, ça dépend vraiment du métabolisme. Oui, et alors sur la climatisation, et là on peut peut-être parler des femmes et du changement climatique. Donc les femmes n'ont pas le même métabolisme que les hommes. Elles se déshydratent aussi beaucoup plus. Elles ont besoin de plus d'eau en fait. Mais elles n'ont pas le même système de sudation. Donc c'est-à-dire que là où un homme va suer à grosses gouttes et va se rendre compte qu'il a besoin de boire, ça ne va pas être le cas chez les femmes. Et ça ne va pas être le cas notamment chez les femmes âgées qui vont avoir tendance à se déshydrater sans s'en rendre compte. Et c'est dramatique puisque, par exemple, dans le cas de la canicule de 2003, il y a eu une surmortalité des femmes de plus de 15% par rapport aux hommes. Alors, qui s'explique par ces différences biologiques, mais aussi parce que sociologiquement, les femmes âgées ont tendance à vivre plus longtemps seules, qu'elles ont tendance aussi à moins demander d'aide que les hommes, et puis à vivre dans des situations de précarité où elles vont être dans des logements tout petits qui sont des véritables bouilloires thermiques. Donc il y a un véritable enjeu à ce qu'aujourd'hui on pense l'adaptation du changement climatique avec ce regard genré, parce que d'un point de vue démographique, on sait que les femmes vivent plus vieilles que les hommes et que passé 85 ans, la climatisation des EHPAD ou des personnes qui peuvent encore rester chez elles, c'est aussi une question
une question de genre. Et au-delà de ça, en fait, c'est comment on sensibilise pour que les femmes se rendent compte qu'elles sont très vulnérables en situation de canicule, par exemple. Et c'est aussi comment on aménage l'espace public. Par exemple, il y a un gros débat aujourd'hui sur les toilettes publiques, parce que, voilà, les femmes vont avoir tendance à boire plus, et donc si on boit plus, forcément, on va plus souvent aux toilettes. Sauf qu'aujourd'hui, l'accès aux toilettes publiques pour les femmes dans l'espace public, il est quasi inexistant. Vous devez aller, voilà, soit dans un bâtiment public s'il est ouvert, soit dans un café, dans un commerce, là où ces messieurs ne s'embêtent pas toujours d'aller trouver toilettes pour faire leurs besoins. Et c'est aujourd'hui des sujets qui sont traités par un certain nombre de collectivités dans leur plan d'adaptation. Je pense notamment à la ville de Paris qui réfléchit aussi à intégrer ça, parce que l'adaptation, c'est pas juste faire des îlots de chaleur, c'est aussi avoir parfois des équipements qui vont justement permettre aux femmes de se dire qu'elles vont sortir et aller se mettre dans un îlot de fraîcheur parce que chez elles, c'est devenu invivable, mais qu'elles vont quand même pouvoir avoir accès à des toilettes. Et ça peut paraître anecdotique, mais aujourd'hui, ça peut être des freins à des sorties à l'extérieur, notamment pour des personnes âgées, qui même parfois, la présence d'un banc peut changer le fait que la personne va sortir faire ses courses, parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir s'arrêter et faire une pause. Ouais. Ça milite évidemment pour l'augmentation du nombre de femmes dans l'architecture, mais aussi dans l'urbanisme. Alors sur l'architecture, il y a un certain nombre de femmes qui sont, à mon avis, très, très intéressantes. Moi, un de mes livres qui m'a vraiment marqué, alors il date évidemment de pas mal de décennies, mais c'est un livre formidable, un petit livre qui s'appelle Architecture et volupté thermique. Alors moi, j'étais jeune ingénieur, volupté thermique, c'est formidable. C'est écrit par une femme architecte, Lisa Epschong. Mais par contre, après, travaillant avec des urbanistes, je n'ai pas trouvé d'urbanistes femmes. Alors il y en a quand même. Il y en a, mais elles sont bien sûr, mais elles sont beaucoup moins visibles. Sur les architectes, c'est pareil, je reprenais les chiffres. Actuellement, c'est à peu près 35% de femmes architectes inscrites à l'ordre des architectes. Pourtant, elles sont beaucoup plus que les hommes à sortir diplômées. Oui. En fait, il y a plein de choses qui vont jouer. Le fait que à partir du premier enfant, elles vont plus forcément prendre les postes qui vont nécessiter d'être à temps plein. Qu'on a beaucoup plus de femmes architectes, mais on a beaucoup plus d'hommes dirigeants d'agences. On n'a qu'à regarder les grands prix aussi d'architectes, c'est majoritairement des hommes, ce qu'on appelle les starchitectes. C'est comme dans la cuisine en fait, c'est les grands chefs, ce sont des hommes. Donc non, elles sont là, elles sont partout, dans les CAUE, dans les collectivités, mais c'est juste qu'elles ne sont pas mises en avant. Et sur ces questions d'urbanisme genré, en France, on est très très en retard. En Allemagne, en Autriche, depuis les années 90, il y a des services dans les villes qui s'occupent de ces questions d'urbanisme avec une attention au genre. En Allemagne, je pense à la ville de Fribourg, à la ville de Berlin, qui a lancé dans les années 90. Donc ça remonte des concours d'architecture qui étaient uniquement ouverts aux femmes pour réfléchir à un urbanisme féministe. Donc quand on dit un urbanisme féministe, c'est un urbanisme qui va justement permettre d'accueillir des femmes et tout le monde en fait à différents âges de la vie. Quand on est jeune femme, on n'a pas forcément les mêmes besoins dans l'espace public que quand on est jeune maman ou que quand on est une personne âgée. Donc ça joue vraiment sur l'équipement, ça joue aussi sur les questions de sécurité, puisqu'on sait que la perception notamment de la nuit n'est pas du tout la même entre les femmes et les hommes. Et puis ça va être aussi dans l'architecture. Il y a tout un courant d'architectes féministes allemandes qui ont beaucoup travaillé sur l'organisation de la maison, donc notamment comment on peut faire en sorte de mieux voir les enfants dans le salon quand on est par ailleurs en train de faire à manger, comment dans le positionnement des fenêtres on peut peut-être avoir un regard sur l'espace de jeu qui est devant. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se font, qui sont malheureusement trop méconnues, mais de rappeler aujourd'hui qu'on a beaucoup de normes qui sont dites universelles, qui sont en fait des normes masculines, puisque les personnes qui élaborent ces normes sont des hommes. Et donc forcément, ça crée un biais. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout une accusation. Je pense que la plupart du temps, c'est vraiment inconscient. Mais de fait, ce qu'on considère comme être de l'universel, c'est souvent une norme masculine. Et je prendrai un dernier exemple qui est celui, par exemple, des voitures. Il y a beaucoup de livres qui commencent à être traduits en français et qui décrivent bien ça, notamment des livres américains. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, quand on fait des crash tests avec des voitures, les mannequins qu'on utilise ne sont que des mannequins masculins.
Et donc vous avez beaucoup plus de risques quand vous êtes une femme et que vous avez un accident de voiture de mourir étouffé par votre airbag parce que la voiture est conçue pour accueillir un homme et pas une femme. Et donc voilà, il y a un problème en fait dans le design même qui met les femmes en danger. Et ça aujourd'hui c'est un gros problème sur un certain nombre d'objets, mais ça interroge aussi sur les politiques publiques qu'on est en train de mettre en place, parce que le risque quand même qu'il y a derrière, c'est que les femmes soient les grandes perdantes de la transition énergétique. Et nous, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur ce sujet à Virage Énergie, c'est de dire que la transition, il faut la faire, c'est clair. Mais il faut que ce soit une transition qui soit juste et qui ait un rapprochement beaucoup plus fort entre des politiques publiques de transition environnementale et des enjeux sociaux, et notamment des enjeux de réduction des inégalités de genre. Et est-ce que justement dans le domaine de la transition, notamment celui du conseil, il n'y a pas une place très forte et très intéressante pour les femmes? Je prends un exemple au hasard, Glyphosate par exemple, il y a beaucoup de jeunes femmes. Historiquement, de plus en plus, enfin depuis que Sandrine est directrice, il y a beaucoup plus. Mais ça c'est très bien, parce que c'est quand même des métiers sur lesquels derrière, au niveau du conseil, c'est pas tout à fait la même chose que des réunions de chantier très dures sur un chantier, etc. Donc c'est aussi peut-être la possibilité de faire en sorte qu'on ait derrière des accès à des métiers qui peuvent être ouverts plus facilement aux femmes? Alors pour moi, tous les métiers en fait doivent être accessibles aux femmes. Aujourd'hui dans la loi française, il n'y a plus aucun métier qui est interdit aux femmes. Alors le dernier c'était sous-marinier. Je crois que depuis les années 2010, les femmes ont le droit aussi d'aller dans les sous-marins. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas tant le sujet que les conditions de travail. Et dans le secteur associatif, on trouve beaucoup de femmes parce que c'est aussi un milieu dans lequel on va plus facilement pouvoir avoir un 80% ou un mi-temps. C'est aussi un secteur, alors même si on se démène au quotidien, où on est moins rémunéré. Et en fait, le problème, il est là, c'est que dans la transition énergétique, il faudrait pas dire que oui, il y a des femmes, mais elles sont uniquement dans le conseil. En fait, il en faut partout. Et il faut aussi des hommes dans le conseil et sortir en fait aussi de ces stéréotypes de genre, où finalement les femmes seraient encore une fois dans le care, on s'occupe des petits ménages, on va voir les précaires, c'est bien, mais les grosses décisions sur le mix énergétique, ça reste un truc de bonhomme et ça ne nous concerne pas. Donc le problème, il est beaucoup plus global et je pense aussi qu'aujourd'hui la transition énergétique à l'échelle locale, elle est beaucoup portée par les associations, par les collectivités, qui sont des secteurs économiques dans lesquels on va trouver plus de femmes, donc il y a un biais de genre aussi qui est extrêmement important. Très bien, merci. Écoutez, on a encore quelques minutes pour des questions. Alors c'est peut-être un constat qui partage un peu le sujet de la conférence, mais je veux bien aussi peut-être une explication. Moi je suis dans un habitat participatif et j'ai observé aussi ce qui se passe dans d'autres habitats participatifs. Et il se trouve que on embarque souvent grandes valeurs environnementales dans ces projets-là, de solidarité sociale, etc. Et on constate qu'au départ des projets, on a souvent des femmes seules âgées qui sont les premières dans les projets à lancer la dynamique. Les hommes seuls sont quasiment absents, les foyers arrivent plutôt quand ça devient concret. Et je me demandais pourquoi. Alors, j'ai pas la réponse. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités de genre qu'on peut constater au quotidien, mais qui ne sont pas documentées. Et ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas la donnée. Et vous savez que quand on n'a pas la donnée, on ne peut pas mettre en place en face la politique publique qui va permettre de répondre à un sujet ou à une inégalité. On peut faire des hypothèses, peut-être parce qu'elles sont à la retraite et elles ont plus de temps, parce que les femmes sont aussi très, très organisées et peuvent impulser des projets. Enfin, il y a plein de raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, alors j'avais regardé un petit peu notamment dans les luttes environnementales, on n'en a pas beaucoup
beaucoup parlé là, d'écoféminisme ce soir, mais les femmes sont extrêmement présentes dans les luttes environnementales, dans les luttes énergétiques notamment. Hein, toutes les mobilisations des années 70-80 contre le nucléaire, c'est des femmes. Hein, qui pose une bombe à Fessenheim dans les années 70, c'est Françoise Daubonne. Qui est-ce qui lance des cailloux contre les CRS à Plogoff, contre la centrale nucléaire dans les années 80, c'est les femmes, et notamment les femmes âgées, parce que les hommes sont partis en mer et que finalement, voilà, il ne reste plus qu'elles. Donc oui, enfin, la mobilisation des femmes et leur implication dans des projets comme ça, elle est centrale, et la question c'est peut-être pas pourquoi les femmes, c'est pourquoi pas les hommes en fait, et très certainement parce que ils travaillent ou ils ont des loisirs ailleurs. Enfin ça aussi, quand on regarde hein, la décomposition du temps, le temps de loisir est beaucoup plus conséquent chez les hommes que chez les femmes, parce que le temps dédié aux responsabilités familiales et aux tâches ménagères est beaucoup plus important, repose beaucoup plus sur les femmes. Donc c'est aussi des questions de répartition de temps, d'organisation qui peut-être font qu'on peut constater ce genre de choses. Mais ça vaudrait le coup d'avoir une recherche sur le sujet de comment ça fonctionne dans les habitats participatifs, et est-ce qu'on peut poser des constats de répartition des tâches différentes entre les genres. Oui, c'est plutôt une question aussi que je me pose, ça rejoint un peu la question que posait Mika, etc. Je me demande si au-delà de les femmes sont plus poussées vers le care, etc., avec les stéréotypes, il n'y aurait pas aussi que les hommes rejettent énormément tout ce qui est lié à la féminité de trop loin, parce qu'il ne faudrait pas être une bonne femme quand même, et donc rejettent toutes les idées qui vont être liées à prendre soin des autres, s'occuper de la planète, penser à un avenir pour ses enfants, etc. Et donc que parce qu'il y a ce rejet de ces valeurs-là, vont aller dans l'extrême vers je veux une grosse voiture et polluer beaucoup. Et du coup, après, ça crée... Oui, clairement. Aujourd'hui, l'écologie est associée à une valeur féminine, en fait, et ça, on le voit assez bien, en fait, dans les sondages d'opinion sur la perception de l'écologie entre les hommes et les femmes, où les femmes seraient plus attirées notamment par un vote écologiste que les hommes, et je pense que c'est lié à ça, hein, c'est la nature, le soin, c'est quelque chose de féminin, et donc c'est rejeté par beaucoup d'hommes. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le renforcement des stéréotypes de genre, vous avez France Stratégie hein, qui a publié hier un rapport et qui montre que c'est extrêmement inquiétant aujourd'hui, notamment chez les jeunes hommes, d'un durcissement en fait de cette perception de l'écologie comme étant voilà, quelque chose pour les mauviettes, et quand on est un homme, un vrai, c'est plutôt sur Mars qu'on a envie d'aller, et puis le climat, on verra bien, quoi. D'autant plus quand on est dans des sociétés occidentales encore relativement peu impactées par le changement climatique, et où on a aussi cet imaginaire techniciste qui est omniprésent. Quand on parle de géo-ingénierie, quand on parle de fusion nucléaire, d'hydrogène, c'est quelque part aussi des imaginaires très masculins, très technosolutionnistes qui montrent que c'est finalement pourquoi s'embêter à mettre en place de la sobriété, à faire du zéro déchet, à être dans le prendre soin, quand on peut avoir en face une solution technologique qui ne va pas remettre en cause notre mode de vie. Tout d'abord, je voulais faire un mea culpa, parce que le 19 degrés, je ne dis pas que c'est moi, mais c'est moi qui rédigeais l'article à l'époque, quand j'étais à l'ADEME. Et en fait, c'était... Génial. Donc c'était bien, monsieur. Non, mais en fait, vous avez raison, en fait, c'est pas du tout scientifique. L'habitude, c'était d'avoir 20 degrés quand c'était une valeur commune. On a dit qu'il fallait faire des économies, donc on a baissé d'1 degré. Et puis voilà. Bravo. On a trouvé. Je ne me souviens plus des détails exactement, parce qu'il y a maintenant, il y a 40 ans. Mais oui, en gros, c'était ça. 50 ans. Sinon, j'avais une petite remarque par rapport au... C'était à la DEM. Vous étiez combien dans le bureau? Voilà, c'était avec mon chef de l'époque et puis un ou deux collègues. Excellent. Voilà, exactement. Oui. Non, mais c'est important de faire ça. Non, après, sinon, vous avez donné des chiffres par rapport à l'urbanisme et l'environnement. Alors, c'est pas j'ai aucun chiffre, mais simplement une perception.
J'ai beaucoup travaillé avec des bureaux d'études environnement, étant moi-même dans un bureau d'études environnement, et il y avait une majorité de femmes, de jeunes femmes qui travaillaient dans les bureaux d'études environnement. On avait presque toujours, les partenaires qu'on avait, c'était presque toujours le responsable était environnement. Et puis dans le domaine de l'urbanisme, alors c'est pas du tout régulier, mais j'ai remarqué dans l'Hérault, où je fais beaucoup d'enquêtes publiques comme ça, le responsable du service urbanisme, c'est presque toujours une femme. Alors évidemment, c'est pas les mêmes postes, mais donc il y a vraiment effectivement des secteurs où on voit que des hommes, d'autres où on voit beaucoup de femmes, et j'ai jamais compris pourquoi en fait. Sur l'urbanisme, ça peut s'expliquer notamment dans les collectivités parce qu'on va retrouver beaucoup de profils de juristes et de géographes et pas des profils d'ingénieurs. Donc ça peut s'expliquer comme ça en effet. Après, en fait, ces questions aussi d'urbanisme genré, de transition énergétique genrée, c'est des sujets entre guillemets nouveaux. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur ces sujets-là, ça fait 10 ans que je travaille sur les questions énergétiques. Avant, j'en avais pas conscience en fait. Donc il y a aussi un gros travail aujourd'hui de pédagogie, beaucoup de traductions en fait de textes qui existent depuis des années en anglais, en allemand, qui sont pas partagés en France et donc le sujet n'existe pas. Et l'enjeu, c'est de le rendre visible. Mais en effet, ce qui est intéressant, c'est de regarder non seulement les techniciennes, mais aussi les élus. Comment sont répartis les portefeuilles. Et c'est vrai le développement économique, c'est souvent des hommes, l'énergie, c'est souvent des hommes, l'urbanisme, ça va être souvent des hommes, mais on a aussi pas mal de femmes. Là où sur les questions plutôt de social, de culture, on va trouver des femmes. Donc il y a aussi un enjeu à casser ces stéréotypes au niveau des exécutifs locaux. Et il y a des collectivités qui essayent de jouer le jeu. Je pense notamment à la ville de Lyon, à la métropole de Lyon. Donc ils sont écologistes, ils se sont vraiment prêtés au jeu de donner les délégations très techniques à des femmes, de faire en sorte par exemple à la ville de Lyon que la première adjointe en charge des finances soit une femme en plus en situation de handicap. Voilà, c'est aussi dans la représentation politique comment on a des représentants qui sont beaucoup plus déjà à l'image de notre société et de montrer aussi l'inclusivité parce que c'est ça derrière qui a un impact en fait. Ça va peut-être être un peu bisounours ce que je vais dire, mais sur les petites filles qui peuvent se projeter dans ces postes-là et de rajouter aussi sur les élus que l'entrée en politique a un coût beaucoup plus fort pour les femmes que pour les hommes. Parce que quand on a un mandat, on peut avoir une indemnité, mais ce n'est pas toujours le cas. Si on a des enfants, ça veut dire que le temps qu'on va passer sur son mandat politique, soit on ne sera pas avec ses enfants, mais c'est trouver la solution de garde pour que les enfants soient pris en charge quand on a des conseils communautaires jusqu'à pas d'heure. Et ça, aujourd'hui, toutes les collectivités ne proposent pas une aide financière pour leurs élus femmes pour leur permettre de participer. Et comme souvent les femmes ont des revenus moins importants que les hommes, le poids d'un mandat politique va être beaucoup plus fort. Donc là aussi, il y a un véritable enjeu, sans faire de discrimination positive, mais de donner les conditions aussi pour que les femmes puissent participer beaucoup plus. L'idée, c'est pas dire les femmes veulent pas participer. Non, c'est que les conditions aujourd'hui sont pas réunies pour qu'il y ait une participation qui soit égalitaire par rapport à celle des hommes. Et ça, c'est un chantier qui est énorme, alors qu'on retrouve en politique, mais qu'on retrouve plus localement, je pense notamment sur les coopératives d'énergie citoyenne. Pourquoi il y a très peu de femmes aujourd'hui? Parce que souvent déjà, on a beaucoup d'hommes de plus de 60 ans, ingénieurs, qui monopolisent un peu la parole et qui font un peu leur discussion de mégawattheure et personne n'y comprend rien. Bon, ça c'est un sujet. Mais c'est aussi parce que les réunions en semaine à 18h, quand on est mère de famille, c'est pas possible. Parce que des coopératives aussi citoyennes d'énergie renouvelable, c'est pas que de la technique en fait, ça peut être aussi plein d'autres choses. Ça peut être de la communication, de l'organisation d'événements, enfin aussi des activités où des femmes, pas forcément ingénieurs, peuvent se retrouver. Et c'est aussi plus globalement, je pense, une éducation aussi des hommes à faire sur ces sujets-là. Ce qui est clair, c'est qu'on n'arrivera pas à mettre en place une transition juste et à lutter contre les inégalités de genre si on n'a pas d'alliés masculins. Et peut-être de dire que c'est pas un problème de femmes, les inégalités femmes-hommes, c'est un problème de tout le monde et que ça nécessite vraiment que ça devienne un sujet fortement porté dans les politiques publiques et notamment dans les politiques publiques environnementales.
ce que je n'ai pas dit, hein, c'est comment on est arrivé aussi à travailler sur ces sujets-là, Virage Énergie. La Fondation de l'écologie politique au niveau européen, en fait, nous a sollicité il y a 2 ans pour travailler sur ces sujets-là, parce que eux constataient la façon dont des politiques de transition pouvaient impacter défavorablement les femmes. Eux, le cas d'étude qu'ils avaient, c'était notamment les ZFE, hein, les zones faibles émissions, le fait que aujourd'hui, les sages-femmes, les aides-soignantes n'aient pas forcément le droit aux aides pour changer de véhicule, là où pour un artisan avec une camionnette, c'est beaucoup plus facile. Et le fait aussi que des femmes aujourd'hui se détournent du vote écologiste pour aller vers le vote identitaire nationaliste. Et que les mouvements d'extrême droite développent aussi un discours à destination des femmes, mais qui est une vision très sécuritaire, très paternaliste, très infantilisante. Hein. C'est mesdames, on va s'occuper de vous, vous êtes entre bonnes mains si vous votez pour nous, tout se passera bien, on mettra des caméras partout, il n'y aura plus de migrants et vous serez plus embêtés. Bon, ça c'est pas vraiment travailler sur le droit des femmes. Hein. Mais c'est aussi ça en fait qui est en tension aujourd'hui, c'est que ces questions de transition, ces questions de lutte contre les inégalités, de retour en arrière sur le droit des femmes, hein, faut quand même le dire, même si on a constitutionnalisé l'avortement, c'est des vrais sujets démocratiques en fait, et qui malheureusement sont pas encore véritablement adressés en France, et pourtant sont vraiment au cœur de la transition, et notamment de la transition juste. J'ai une petite question, parce que moi, à titre professionnel, je travaille dans une structure reconnue d'intérêt général qui lutte contre la précarité énergétique. On est une équipe que de femmes. Et je suis responsable de la levée de fonds auprès des entreprises des énergies renouvelables, donc je suis majoritairement confrontée à des hommes dans mon travail. Donc je me reconnais dans beaucoup de choses que vous dites, au-delà des politiques d'éducation qui sont vraiment des solutions de long terme, et des politiques au sein des entreprises qu'on connaît bien, donc sur des politiques de RH, de RSE, etc. Même si c'est du sur-mesure, hein, quelles autres solutions, vous en avez déjà cité quelques-unes au niveau des élus, de forcer la représentativité sur certaines fonctions plus techniques, etc. Est-ce que vous avez d'autres solutions court terme à mettre en place pour pouvoir faire avancer les choses? Merci. Alors, ce qu'on voit, c'est que la mise en place de réglementations, d'obligations, c'est ça qui fait avancer le sujet. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, les politiques de quotas fonctionnent. Les politiques de formation, ça c'est clair, c'est indispensable, et former autant les hommes que les femmes. Ouais. Et puis après, y a cette question aussi des modèles. Ne pas hésiter, en tant que femme, à aller témoigner dans les écoles, à répondre aussi aux sollicitations qu'on peut avoir, d'étudiantes qui se posent des questions sur leur parcours, sur ce qu'elles veulent faire, et de leur montrer que c'est possible, qu'on peut y arriver. Après, moi, je crois beaucoup en fait à la mise en place de politiques publiques qui soient beaucoup plus inclusives. Aujourd'hui, on a des collectivités en France qui s'y mettent. Hein. Donc, j'ai parlé de Lyon tout à l'heure, qui travaille aussi beaucoup sur les budgets genrés, sur les pistes cyclables inclusives. Le fait de rendre l'ensemble des espaces publics accessibles à tous. Et puis des choses peut-être un peu plus niches, mais en même temps qui sont totalement indispensables. Ce que fait la ville de Strasbourg de lutte contre les perturbateurs endocriniens, en offrant à chaque femme enceinte strasbourgeoise un panier bio par semaine tout au long de sa grossesse. Ça, c'est des choses qui sont aussi vachement intéressantes, et qui permettent de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on répond aussi à des questions d'inégalité, à des questions de précarité. Donc vraiment plaider pour la mise en place de politiques publiques de ce type, et faire en sorte que des élus hommes portent aussi ces politiques publiques-là. Mais ça, il faudra encore, je crois, beaucoup de sensibilisation et de formation pour que ça arrive. Je voudrais dire une chose sur ce que tu as dit, Barbara, sur les femmes qui ne peuvent pas participer aux conseils municipaux parce qu'il y a personne pour garder les enfants. Ça peut donner l'idée que pour qu'une femme soit investie en politique, il faut forcément qu'il y ait une solution de garde. La solution de garde s'appelle parfois le père. Et en fait, je pense qu'il faut, tu as parlé des femmes âgées causates, mais il y a une façon aussi d'encourager les hommes à prendre leur congé paternité, par exemple, parce qu'en fait, plus que considérer que, c'est vrai, les femmes sont plus souvent en charge des familles, mais c'est plutôt promouvoir l'égalité femmes-hommes, avec aussi la promotion du rôle des pères auprès des enfants, ce qui libère beaucoup les femmes. Au moins autant que les babysitters, et aujourd'hui c'est un discours qui n'est pas encore suffisamment porté. Et on peut aller sur un chantier, Thierry, quand tu dis faire du conseil c'est plus facile, c'est moins dur qu'une réunion de chantier,
Je pense que ça, c'est des choses aussi qu'il faut plus porter comme discours. C'est pas vrai, il y a des femmes de plus en plus sur les chantiers, il n'y a pas de raison que les femmes n'aillent pas sur les chantiers et faire le boulot de responsable de chantier. Parce que considérer que c'est trop dur pour elles, c'est une façon de considérer qu'elles sont fragiles, qu'elles sont faibles. C'est pas vrai. Voilà. On a des très bons conseillers aussi. Très bien, merci. En tout cas, oui, donc j'ai remarqué que j'étais plein de stéréotypes de genre, ça on le savait. Alors, et ça, Sandrine, tu le savais, mais ça c'était le risque un petit peu de cette réunion. J'échappe quand même à la nucléo-masculinité. Ça va. Ouais, c'est ça. Et quand même, on a eu un grand moment, parce que ça fait 10 ans que tu cherches qui est l'auteur des 19 degrés. Et il est dans la salle. Non seulement il est dans la salle, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que c'est l'ancien président de Glyphosate. Il était là, il était à Glyphosate. Voilà. Donc merci Eric de ce coming out. Et en tout cas, merci infiniment Barbara. C'était très, très gentil que tu viennes et que tu nous dises tout ça. Ça nous a bien mis en place un grand nombre de choses, enfin j'espère. Voilà. Et je laisse la place maintenant. Merci beaucoup.